Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une affaire qui, en fait, commence par un silence. Un silence assez assourdissant et qui en dit vraiment très long sur les tensions au sein de l'Église catholique en France. C'est exactement ça. Et pour analyser la situation, on va partir d'un texte. Oui, on s'appuie sur une source principale, une analyse qui a été publiée par le collectif Voix libérée. Alors attention, ce n'est pas une enquête journalistique, c'est plus une réflexion, le décryptage d'une situation bien précise. Tout à fait, la situation, c'est une lettre. Une lettre envoyée il y a plusieurs mois à la conférence des évêques de France, et cette lettre est restée lettre morte. Voilà. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre ce que cache ce silence. Est-ce que c'est de l'oubli, du mépris, ou est-ce que c'est le symptôme de quelque chose de bien plus profond ? C'est une excellente façon de poser le problème. Ce silence, c'est un peu comme un fil qu'on va tirer pour voir ce qui vient avec. Et pour bien comprendre l'enjeu, il faut se remettre dans le contexte. On est dans l'après-CEIAS. La commission indépendante sur les abus sexuels, oui, son rapport a eu l'effet d'une bombe en 2021. Exactement. Un rapport qui a forcé l'institution à regarder en face une réalité terrible. Donc l'Église a officiellement reconnu l'ampleur systémique des faits. Mais le texte qu'on analyse, lui, il soulève une nouvelle question, beaucoup plus subtile. Laquelle ? Est-ce qu'elle est prête à reconnaître les personnes qui ont rendu cette prise de conscience possible ? Je parle bien sûr des lanceurs d'alerte. D'accord. C'est tout le sujet. Ce fossé qu'il peut y avoir entre la reconnaissance des faits et la reconnaissance des gens. Alors, posons les bases de l'affaire. Au départ, donc, il y a cette lettre. Qui l'a envoyée et qu'est-ce qu'elle demandait précisément ? Alors, elle a été envoyée par le collectif Voix libérée, avec d'autres associations de victimes. Et ce qui est vraiment crucial, c'est le ton de cette lettre. L'analyse sur laquelle on se base insiste beaucoup là-dessus. Elle est décrite comme claire, argumentée, fraternelle. Donc pas du tout un ton agressif. Non, justement. Le texte dit bien ni accusation, ni polémique. Ce n'était pas un réquisitoire, quoi. C'était plus une main tendue. Une main tendue qui demandait quoi ? De l'argent ? Des sanctions contre des coupables ? Rien de tout ça. La demande était d'une simplicité presque déroutante et qualifiée dans le texte de profondément évangélique. Ah oui ? Oui. Elle tenait en deux mots, reconnaissance et remerciement. C'est tout. Il s'agissait de demander à l'institution de remercier publiquement les lanceurs d'alerte. Ceux qui, par leur courage, ont permis de faire éclater la vérité. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le collectif prend bien soin de préciser qui sont ces lanceurs d'alerte. Ce n'est pas juste un groupe flou, les victimes. Non, et ça, c'est un point capital. La liste qu'il donne est très large. Il y a les victimes, bien sûr, en première ligne, mais aussi des prêtres, des religieux, des religieuses, des laïcs. Des gens de l'intérieur, donc. Oui, des gens qui, de l'intérieur, ont essayé de faire bouger les lignes. Et puis, il y a aussi les chercheurs, les universitaires, et enfin les journalistes. Le texte le dit très clairement, sans la convergence de toutes ces voix, qui étaient souvent isolées au départ, la chape de plomb ne se serait jamais soulevée. La vérité ne serait pas sortie. Donc on a une demande formulée de manière très respectueuse qui vise à reconnaître des acteurs qui ont été essentiels dans tout ce processus de vérité. Et la réponse a été... Silence radio. Complet. Le texte est formel. À ce jour, aucune réponse. Rien du tout. Rien. Ni un accusé de réception, ni une fin de non-recevoir. Un silence total. De la part de la conférence des évêques en tant qu'institution, mais aussi des responsables qui ont été contactés individuellement. C'est de l'arrogance. Ou alors, la lettre s'est perdue dans l'administration. Mais le collectif écarte tout de suite ces hypothèses, n'est-ce pas ? Oui, et c'est là que leur analyse devient vraiment puissante. Ils refusent cette facilité. Ils ne disent pas « ils nous méprisent ». Non. Ils disent « ce silence, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une négligence, c'est un fait institutionnel ». Un fait institutionnel, c'est-à-dire ? Ça veut dire que ce n'est pas le silence de quelques personnes, c'est le silence d'un système. Et ils le voient non pas comme un refus clair, mais comme un symptôme. Oui, un acte manqué, comme on dirait en psychanalyse. Un acte manqué qui révèle des blocages très, très profonds. Le paradoxe est immense, en fait. L'institution a accepté les conclusions du rapport Sieyès, qui est un travail colossal, mais elle semble incapable de dire merci à ceux qui en sont à l'origine. C'est fascinant, oui. On quitte le terrain de la simple impolitesse pour entrer dans ce qu'on pourrait appeler la psychologie d'une institution. Si ce n'est pas du mépris, qu'est-ce que c'est alors ?
Pourquoi c'est si compliqué de dire merci? Parce que ce merci n'est pas un geste anodin du tout. Il est chargé d'implications symboliques qui sont pour une structure comme l'Église absolument énormes. Le texte en détaille plusieurs. La première, c'est que dire merci au lanceur d'alerte, c'est reconnaître officiellement que la vérité est venue d'en bas, D'accord. qu'elle a émergé d'une marge, et pire, qu'elle a dû se frayer un chemin contre les résistances internes. Ça inverse complètement le schéma traditionnel où la vérité et l'autorité coulent du haut vers le bas. C'est une remise en cause de la structure hiérarchique elle-même, en fait. C'est admettre que la base a eu raison contre le sommet. Exactement. Et ça nous mène tout droit à la deuxième implication, qui est peut-être encore plus vertigineuse pour l'institution. Ah oui, enfin. Reconnaître ces personnes, c'est admettre que des victimes, des laïcs, des journalistes ont été, sur ce sujet précis, plus fidèles à l'Évangile que certaines structures chargées de le servir. Ah oui, là, le renversement symbolique est d'une puissance folle. Énorme. Ce n'est plus l'institution qui guide les fidèles vers la vérité. Ce sont les fidèles, et même des gens de l'extérieur, qui ont rappelé l'institution à sa propre éthique. Et puis, il y a une dimension plus humaine, j'imagine. Plus psychologique. Dire merci, c'est aussi admettre qu'on a eu tort, non? C'est la troisième implication, et elle est fondamentale. Pour une institution, dire merci, c'est accepter une posture de vulnérabilité. C'est dire « on n'a pas su écouter à temps, On n'a pas vu. on s'est trompé ». C'est admettre une faillibilité. Pas seulement une erreur passée, mais une faillibilité dans sa capacité même à écouter le réel. C'est une remise en question terrible. Du coup, on comprend mieux pourquoi le silence peut sembler plus sûr que la parole. Donc, si je résume leur analyse, ce silence, ce ne serait pas tant une agression qu'une une forme de paralysie. L'institution serait comme tétanisée face aux conséquences d'un simple merci. C'est précisément la conclusion du texte. Il ne parle pas de mépris, mais d'une difficulté. Et si on essaie de synthétiser, on peut parler d'une triple difficulté. D'accord. Il y a d'abord une difficulté symbolique. Comment poser un acte qui bouscule la hiérarchie, sans donner l'impression que tout l'édifice est en train de vaciller? Ensuite, il y a une difficulté qu'on pourrait qualifier de diplomatique. C'est-à-dire la peur de créer des tensions en interne? Oui, tout à fait. Comment trouver les mots justes sans raviver des blessures? On imagine bien les débats. Si on remercie tel journaliste, est-ce qu'on ne légitime pas toutes les critiques des médias? Si on remercie telle association de victimes, quid des autres? C'est un vrai champ de mine politique. Et la troisième? Mais la troisième difficulté est la plus profonde. C'est vraiment le cœur du problème. C'est la difficulté à passer d'une reconnaissance intellectuelle des faits à une reconnaissance morale des personnes. C'est une distinction très forte, ça. Elle est cruciale. On a accepté le rapport SIAZ, les chiffres, l'analyse, le concept de responsabilité systémique. Ça, c'est de l'ordre de l'intellect. D'accord. Mais passer de ça à l'humain, c'est-à-dire mettre des visages, des noms sur cette vérité, et dire à ces visages « merci pour votre courage, merci pour votre souffrance ». Ça, c'est un saut qualitatif que l'institution ne semble pas prête à faire. C'est une bonne image. C'est un peu comme admettre qu'on a besoin d'un expert pour réparer une fuite, mais refuser de lui serrer la main et de le remercier devant les voisins, parce que ce serait trop humiliant. Le constat est assez sombre quand même. On a l'impression d'une institution bloquée, incapable d'un geste qui semble pourtant relever de la décence la plus élémentaire. Est-ce que le collectif s'arrête là, sur cette analyse un peu pessimiste? Non, et c'est ça qui rend leur démarche si intéressante. Ce n'est pas un texte à charge qui se contente de pointer les blocages, c'est un texte qui cherche une issue, qui veut sortir par le haut. Ils ne claquent pas la porte. Non, au contraire, ils essayent d'en ouvrir une autre. Et pour ça, ils font une proposition très concrète, très pragmatique. Laquelle? Ils identifient un moment clé dans l'agenda de l'Église de France, la prochaine assemblée plénière de printemps de la Conférence des évêques. C'est le grand rendez-vous où tous les évêques se retrouvent. D'accord. Et ils donnent les détails. Elle se tiendra à Lourdes, du 24 au 27 mars 2026. Ils présentent ce moment comme une occasion précieuse. Le choix du lieu, Lourdes, n'est évidemment pas anodin. Ah, absolument pas. Lourdes, dans l'imaginaire catholique, c'est le lieu où la Vierge est apparue à une jeune fille pauvre, ignorée, Bernadette Soubirous. C'est le lieu par excellence de la parole des petits. De la reconnaissance de ce qui est invisible aux yeux des puissants. Exactement. Donc, poser un geste de reconnaissance envers les lanceurs d'alerte à Lourdes, ça aurait une charge symbolique phénoménale. Ce serait faire un lien direct entre l'histoire fondatrice du lieu et l'histoire actuelle de l'Église. Et qu'est-ce qu'ils demandent concrètement pour cette assemblée? Un grand discours de repentance? Des excuses publiques?
Encore une fois, leur demande est d'une grande simplicité. Ils parlent d'un geste collectif, même simple. L'idée serait, pour les évêques réunis, de dire publiquement « merci à celles et ceux qui ont parlé ». C'est tout. Pas de procès, pas de flagellation publique. Non, juste en moi. Et ils tendent même une perche pour contourner cette fameuse difficulté diplomatique dont on parlait. Exactement. C'est très habile de leur part. Pour désamorcer la peur de devoir faire des listes, de nommer les uns et puis d'en oublier d'autres, le collectif précise que cette reconnaissance n'a pas besoin d'être nominative si cela pose difficulté. C'est malin. En gros, ils disent « on vous a comprise, on sait que c'est compliqué pour vous, alors voilà une solution qui vous permet de faire le geste sans vous mettre en danger politiquement ». C'est vraiment la définition d'une porte de sortie honorable. Et un tel geste, même simple et non nominatif, quel impact est-ce qu'il pourrait avoir d'après eux? L'analyse suggère qu'il aurait une force immense et qu'il y aurait 3 grands bénéficiaires. Ah oui. D'abord, et c'est le plus important, les victimes et les lanceurs d'alerte. Pour eux, ce serait une validation publique de leurs paroles, de leur combat. Ce serait la fin d'un long parcours où ils ont souvent été vus comme des traîtres ou des fauteurs de troubles. L'institution dirait enfin « vous aviez raison ». D'accord, ça c'est pour le premier bénéficiaire. Et pour les autres? Le deuxième bénéficiaire, ce serait l'ensemble des fidèles. Pour beaucoup de catholiques qui sont troublés, peinés par ces affaires, ce serait un signe puissant de cohérence. Un signe que l'Église prend au sérieux les valeurs d'humilité et de vérité qu'elle prêche. Ça pourrait restaurer une confiance qui a été très abîmée. Voilà. Et enfin, le troisième bénéficiaire, ce serait l'institution elle-même. C'est paradoxal. En admettant sa faiblesse, elle se renforcerait. C'est tout le pari. En posant ce geste d'humilité, elle gagnerait en crédibilité morale. Elle montrerait qu'elle n'est pas une forteresse assiégée, mais une communauté vivante, capable de se remettre en question. Le texte conclut sur cette idée très forte. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours une chance pour l'Église. Et ce geste serait la preuve qu'elle a compris cette leçon. Précisément. Donc, si on résume notre exploration du jour, on part d'une lettre respectueuse qui demande la reconnaissance des lanceurs d'alerte et qui se heurte à un mur de silence. Ce silence n'est pas interprété comme du mépris, mais plutôt comme le symptôme d'une paralysie institutionnelle, une peur panique de bousculer l'ordre symbolique, l'ordre hiérarchique. C'est exactement ça. Une difficulté à accepter que la parole de vérité puisse venir de la périphérie, et même d'une parole qui, au début, a été vécue comme une agression. Mais tout n'est pas perdu. Une porte de sortie est clairement proposée, une occasion à saisir lors de l'Assemblée des évêques à Lourdes en mars 2026. J'aimerais qu'on termine sur une phrase de leur analyse qui m'a vraiment marquée, parce que je trouve qu'elle résume tout. Le collectif écrit qu'une église s'affaiblit lorsqu'elle laisse croire que le courage dérange plus que le silence. C'est une formule choc, hein. Elle est redoutable de justesse, et elle laisse en fait la balle dans le camp de l'institution. Le collectif, lui, termine sur une note d'espérance. L'espérance d'une Église capable, un jour, de dire simplement et sincèrement « merci ». C'est une belle conclusion. Et ça nous laisse avec une question qui va bien au-delà de ce cas précis. Au fond, ça interroge la manière dont toute grande organisation, que ce soit une entreprise, un parti politique, une administration, gère la vérité qui vient de l'intérieur. C'est vrai. Qu'est-ce que ça nous dit d'une culture institutionnelle quand le fait de signaler un problème grave, souvent par loyauté, est perçu non pas comme une contribution vitale, mais comme une perturbation, une menace pour la stabilité? La question est posée, comment une institution peut-elle survivre et garder sa légitimité si elle préfère le confort du silence au courage de la vérité? Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, témoigner ou partager, envoyez un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent, parce que le silence n'est plus une option, parce que la mémoire exige justice et vérité. À la semaine prochaine.